Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette session poster discutée intitulée Population clé et migration. Bienvenue, on aurait dû être à Dakar. Malheureusement, nous sommes un peu dans le monde entier, mais ce serait quand même un plaisir d'animer pendant 1 heure cette session. Je suis Michel Bourrelli, je suis un militant de la lutte contre le sida depuis 35 ans en France et sur le continent africain. Actuellement, je suis en poste dans une unité mixte de recherche appelée CESTIM, adossée à la faculté de médecine de Marseille, et je suis particulièrement impliqué dans la recherche communautaire, qui est l'axe principal de travail de cette équipe. Comme le disait en ouverture hier soir la professeure Christine Catlama, la stigmatisation et la discrimination des populations clés sont des éléments clés dans les chiffres de contamination par le VIH. Être dans un groupe de population souvent marginalisé, usagers de drogue, hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, travailleurs ou travailleuses du sexe ou migrants, va souvent augmenter les risques de contamination et diminuer la possibilité d'accéder à de la prévention et aux soins. Ces sujets vont être décortiqués dans les minutes qui suivent. Et nous allons avoir 1 heure pour écouter 6 présentations de 5 minutes chacune. À l'issue de ces présentations, à la fin, nous aurons un temps d'échange et nous pourrons discuter avec les autrices et auteurs de ces posters. Vous pourrez tous et toutes poser vos questions en écrivant soit sur votre ordinateur ou votre smartphone en cliquant sur Poser une question juste en dessous de l'image. Je poserai alors la question à la personne concernée. Tout cela dans le temps qui nous sera imparti et qui nous restera. Je vais présenter 3 personnes dans un premier temps, puis nous reviendrons dans la salle pour présenter les 3 autres intervenants. Tout d'abord, nous commencerons par Pauline Bignon, qui est de l'association Aide en France et qui développera un poster qui s'appelle « Le plaidoyer en faveur des droits humains des populations clés, vecteur de la transformation sociale et légale. Retour sur un partenariat interassociatif Afrique, Caraïbes, France internationale ». Puis, nous écouterons Gabrielle Laborde-Baleine, depuis Dakar, qui est une anthropologue, chercheur associée à l'unité Transfimi IRD de Montpellier, en poste à Dakar au CRCF à l'hôpital Fann. Son poster s'intitule « Quand les HSH doivent fuir le Sénégal, vulnérabilité médicale des Sénégalais réfugiés en Mauritanie ». Et dans le premier groupe, nous terminerons par Zara Fall Malik de Nouakchott en Mauritanie. Elle travaille à l'Institut national d'hépatovirologie et son thème est compréhension des pratiques sexuelles chez les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes en Mauritanie pour une meilleure approche de prévention combinée au profit du groupe. Tout de suite, nous allons donc écouter ces 3 présentations vidéo. Bonjour à toutes et tous, je suis Pauline Bignon, chargée de plaidoyer Caraïbes au sein de l'association Aide. Et aujourd'hui, je vais vous parler du plaidoyer en faveur des droits humains des populations clés dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida comme vecteur de transformation sociale et légale. Je vais vous en parler à travers un retour sur un partenariat interassociatif international entre des associations en Afrique, dans les Caraïbes et en France. En guise d'introduction et de contexte, rappelons que les discriminations que subissent les populations clés continuent de constituer de véritables obstacles qui les précarisent, qui les excluent et qui les éloignent de la santé. Ces violations des droits, qui sont peu, voire pas documentées en fonction des contextes et des pays, ne sont donc souvent pas prises en compte par les décideurs dans l'élaboration des politiques publiques de santé, alors que les populations clés marginalisées peinent de leur côté à structurer leur mobilisation pour leurs droits. C'est pour lutter contre ce cercle vicieux, qui est le véritable moteur alimentant l'épidémie concentrée du VIH parmi les populations clés, que de 2014 à 2018, Aide et 7 associations africaines et caribéennes ont développé un projet visant à renforcer les droits humains des populations clés. Projet cofinancé par l'Agence française de développement. Ce projet a été mis en œuvre en République dominicaine avec l'association COIN, en Haïti avec le VDH, en Côte d'Ivoire avec Espace Confiance, au Burkina Faso avec REF+, au Cameroun avec Alternative Cameroun, au Burundi avec la NSS et en Tunisie avec l'ATL MST Sida Tunis. L'objectif de ce projet
c'était bien de montrer, de démontrer que la montée en puissance du plaidoyer en faveur des droits des populations clés, pensée et portée par les associations locales, favorise la transformation sociale et légale. Pour mettre en œuvre le projet, la même méthode a été suivie dans chaque association. D'abord, le renforcement des capacités de plaidoyer avec la création d'un poste de plaideur ou de plaideuse au sein de chaque association partenaire. Ensuite, l'utilisation des activités de plaidoyer pour sensibiliser, mobiliser les alliés et les corps intermédiaires. Et enfin, bien sûr, l'implication directe, la mobilisation, le renforcement des populations clés pour étayer leurs revendications. Cette méthode et ses moyens, notamment humains, dédiés à la montée en puissance des dynamiques de plaidoyer au sein des associations partenaires, au développement, à la structuration et à la professionnalisation du plaidoyer, ont permis de faire bouger les lignes et d'avoir des impacts concrets et tangibles sur l'amélioration de l'accès aux droits de ces populations clés. Quelques exemples sont partagés sur cette slide. On a le cas du Burkina Faso, où REF+ a véritablement transformé le paradigme national sur les politiques des drogues dans le pays. Donc l'investissement des instances internationales, notamment onusiennes, une campagne de communication particulièrement persuasive et un dialogue continu avec les pouvoirs publics ont abouti à ce que la coordination de la stratégie nationale sur les drogues lui soit confiée. Alternative Cameroun a réussi, en représentant les populations clés au sein de l'instance de coordination des financements du Fonds mondial, le CCM, à inscrire l'accès à des services de santé adaptés pour les personnes transgenres dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH. En Côte d'Ivoire, Espace Confiance a profité du passage de son pays à l'examen périodique universel, l'EPU, pour déposer un rapport alternatif. Et une de ses recommandations a été récupérée et appliquée par le gouvernement ivoirien. Il s'agit de la suppression de l'article 360 du Code pénal sur l'attentat à la pudeur, article qui était utilisé pour discriminer les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. En République dominicaine, Cohen a pendant des années coordonné une commission institutionnelle sur les politiques des drogues et a fini par convaincre le ministère de la Santé de former ses soignants à une meilleure prise en charge des usagers de drogue. L'association a aussi obtenu le lancement d'une étude nationale sur les limites de la loi 5588, qui est la loi qui criminalise les usagers de drogue en République dominicaine. Au Burundi, l'ANSS a plaidé auprès des membres du CCM afin que les usagers de drogue soient mieux pris en compte dans le plan stratégique national de lutte contre le sida. Alors, la première conclusion qui s'impose à nous, c'est que dans tous les pays du projet, y compris les pays dotés des contextes les plus compliqués pour les populations clés, le Cameroun, le Burundi, eh bien, le renforcement du plaidoyer sur les droits humains des populations clés a permis d'améliorer concrètement et tangiblement l'environnement légal de ces populations clés. Miser sur le plaidoyer en faveur des droits humains est donc une stratégie qui fonctionne. Ensuite, le plaidoyer en faveur des droits contribue à consolider les capacités des populations clés, à mobiliser les corps intermédiaires et à améliorer les politiques publiques. En définitive, tout cela nous conduit à affirmer que le financement du plaidoyer en faveur des droits humains doit continuer à être un axe majeur de la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Je vous remercie pour votre attention et bonne fin de journée. Bonjour, je vais vous présenter quand les HSH doivent fuir le Sénégal, vulnérabilité médicale des Sénégalais réfugiés en Mauritanie. Au Sénégal, l'homosexualité est pénalisée. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes sont victimes de discrimination, de violence, d'emprisonnement. Dans ce contexte, une filière de migration s'est ouverte vers la Mauritanie depuis 2008. Le Sénégal est un pays à faible prévalence pour le VIH, environ 0,5% dans la population générale, mais l'épidémie est dite concentrée, avec une forte prévalence dans les populations clés et notamment chez les HSH. Depuis quelques années, on observe le retour de Mauritanie de jeunes HSH vivant avec le VIH dans un état de santé très dégradé, dont certains sont décédés. Pour comprendre la situation, l'étude explore les itinéraires et les conditions de vie des HSH sénégalais partis en Mauritanie et leur vulnérabilité au VIH. Nous avons mené 2 enquêtes, en 2018 et 2019 à Nouakchott,
en Mauritanie. Il s'agissait d'entretiens semi-directifs auprès de 45 HSH sénégalais et mauritaniens, des membres associatifs LGBTI et PVVIH, des professionnels de santé, des responsables de programmes VIH, des membres du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, HCR. Une longue attente. Les HSH fuient vers la Mauritanie pour obtenir un statut de réfugié auprès du HCR et une réinstallation en Europe ou aux États-Unis. L'obtention de ce statut est incertain. Les délais sont très longs. 100 à 200 personnes vivent à Nouakchott dans l'attente, certains depuis des années. Une séropositivité cachée. Un grand nombre de ces personnes sont infectées par le VIH. Elles étaient infectées avant leur arrivée ou ont été infectées sur place. Une grande partie d'entre eux vivent leur séropositivité de manière cachée, par crainte de stigmatisation. Beaucoup sont suivis médicalement à Nouakchott, mais les abandons de traitement sont fréquents par peur du dévoilement ou lors d'épisodes de dépression. La précarité, un facteur aggravant. Ces personnes vivent dans une grande précarité, ce qui contribue à la détérioration des conditions de santé. L'exil les coupe des solidarités familiales qui étaient, il est vrai, déjà compromises avant le départ. En cas d'abandon de traitement ARV, certains tombent malades, sont hospitalisés. Il y a alors peu de soutien pour ceux qui n'ont pas encore le statut de réfugié, car il n'y a pas de prise en charge médicale. La séropositivité, une opportunité pour le départ. L'infection à VIH est perçue comme un facteur favorisant la réinstallation par le HCR. Certains s'exposent donc volontairement pour augmenter les chances de départ. En conclusion, nous pouvons dire que les HSH sénégalais en Mauritanie sont dans une situation de vulnérabilité médicale et sociale importante. La séropositivité augmente les risques sociaux et sanitaires sur place, étant donné la longueur des procédures d'émigration et la précarité quotidienne. Cette étude donne quelques pistes d'intervention. Soutenir les associations sur place, renforcer la sensibilisation vis-à-vis du VIH, apporter un soutien aux HSH au Sénégal et en Mauritanie, favoriser les interventions transnationales. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette étude et je vous remercie pour votre attention. Merci de me donner cette opportunité de parler du sujet de mon poster intitulé Compréhension des pratiques sexuelles chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes en Mauritanie pour une meilleure approche de prévention combinée au profit du groupe. Pour ce qui est du contexte, les HSH sont considérés comme une population clé. Cependant, les données sur leurs pratiques sexuelles ne sont pas disponibles. Et donc, cette situation empêche le développement de toute stratégie ciblée de réduction de leur vulnérabilité au VIH dans un contexte national d'épidémie concentrée où, à côté des PS, il constitue le moteur de l'épidémie et sa diffusion vers la population générale. D'où l'objectif de notre étude qui était d'analyser les pratiques sexuelles à vulnérabilité chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes en Mauritanie afin d'asseoir une prévention combinée adaptée au contexte local et capable de contrôler l'épidémie. Le type d'étude et donc, il s'agit donc d'un type d'étude à échantillonnage piloté par le répondant, donc le RDS pour Respondent Driving Sampling. Elle était multicentrique, transversale, descriptive et analytique. Et elle a permis d'inclure tout HSH d'âge supérieur ou égal à 18 ans après vérification de son éligibilité dans le cadre d'une sensibilisation et un counseling individuel pour donc obtenir le consentement des HSH.
Pour ce qui est de la collecte et de la gestion des données, de données donc de type socio-épidémiologique, comportemental et bioclinique, nous avons, dans le cadre d'une interview, administré un questionnaire comportemental et la saisie et l'analyse de ces données a fait recours à le logiciel SATA et ses versions 10. Bien entendu, il a été assuré une prise en charge clinique de tout HSH inclus dans l'étude et la confidentialité a été assurée grâce à un accès limité à la base de données. Pour ce qui est des résultats, la majorité des HSH étaient de nationalité mauritanienne, avec 87,5% de l'échantillon. Et la tranche d'âge la plus représentée était celle de 18-24 ans, qui constituait 69,3% de l'échantillon. Le niveau d'instruction était globalement pas trop élevé. Donc pour les études supérieures ou moyennes, donc lycée, enseignement, université, enseignement professionnel, ils étaient c'est un peu moins du tiers des HSH qui avaient ce niveau d'instruction. Et il a été révélé par ailleurs la bisexualité chez 28,3% d'entre eux, ce qui expose les partenaires féminines. Le rapport anal a été retrouvé chez 66,5%. Le rapport anal, bien sûr, passif ou actif, a été rapporté chez 66,5% de l'échantillon. L'utilisation régulière des préservatifs, quant à elle, ne représentait que 34%, et l'utilisation du gel lubrifiant ne l'était que chez 5,7% de l'échantillon. Pour ce qui est de la prévalence, celle du VIH était de 23,4% et la syphilis était 1%. Donc, à l'issue de cette étude, on peut dire que nos résultats ressortent des pratiques et des comportements chez les HSH qui les exposent à un risque élevé de contamination, et qu'à l'issue de cette étude, ces données peuvent servir de base pour le développement d'une prévention, d'une stratégie efficace adaptée au contexte local de prévention combinée, capable de contrôler l'épidémie locale. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Pauline, à Gabriel et à Zora pour ces présentations, ces 3 présentations. Nous allons poursuivre avec 3 autres présentations. Tout d'abord avec Maxime Engels, qui est actuellement en poste au Royaume-Uni, au Lincoln International Institute for Rural Health. Il est titulaire d'un doctorat en démographie et en santé publique de l'Université de Paris-Descartes. Maxime, depuis plusieurs années, s'intéresse aux conditions d'accès au dépistage dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Il est par ailleurs investi dans le monde associatif. Il présentera un poster intitulé « Perception, préférence et recours aux offres communautaires de dépistage du VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes en Côte d'Ivoire ». La 5e prestation nous permettra d'écouter avec grand plaisir Koudia Sow de Dakar. Donc, Koudia est médecin et sociologue anthropologue, chercheur en anthropologie de la santé et santé publique au CRCF, membre de l'UMI, de l'IRD Transvimi à Montpellier. Elle est impliquée depuis les années 2000 dans diverses recherches en sciences sociales sur le VIH, l'épidémie d'Ebola et depuis quelques mois sur la Covid-19 en Afrique et au Sénégal. Et son sujet s'appelle « Introduction de la RDR au Sénégal, une médicalisation qui soulage des acteurs épuisés par les approches répressives dans la lutte contre les drogues ». Et pour terminer, j'aurai le plaisir d'écouter, comme vous, une collègue de Marseille, Marion Fiorentino, qui est ingénieure de recherche très fraîchement recrutée par l'IRD en poste au CESTIM, où elle travaille sur les liens entre violence et épidémie. Et son thème, c'est « Effet de l'homonégativité sociale et internalisée sur la violence envers les femmes chez les HSH en Afrique de l'Ouest » dans l'étude COMSM. Vidéo.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter les résultats de l'étude d'OTSI sur les préférences en termes de sites de dépistage du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, ou HSH, en Côte d'Ivoire. Au cours des 2 dernières décennies, les sites communautaires de dépistage du VIH ont été développés et promus afin d'améliorer le recours au dépistage des HSH et de leur fournir des services qui leur soient dédiés. De fait, actuellement, on insiste à un développement quasi exclusif de ces offres communautaires qui sont vues comme les plus adaptées pour cibler les populations HSH. Mais qu'en est-il du point de vue des intéressés eux-mêmes? Ces lieux sont-ils réellement accessibles et adaptés à l'ensemble des populations HSH? Pour répondre à ces questions, en 2018, nous avons mené une enquête téléphonique par Respondent Driven Sampling auprès de 518 HSH en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à tous les participants s'ils connaissaient un site de dépistage du VIH qui soit dédié au HSH et s'ils l'avaient déjà visité. Nous avons aussi recueilli des informations sur leurs préférences en matière de lieux de dépistage et sur leur satisfaction vis-à-vis des lieux de dépistage communautaires. Si 94% des HSH connaissaient un lieu où faire un test, seule la moitié d'entre eux ont déclaré connaître un site de dépistage qui soit dédié au HSH. Parmi eux, 79% avaient déjà fréquenté un de ces lieux. La satisfaction avec ces lieux était élevée puisque 95% ont déclaré qu'ils souhaitaient continuer à fréquenter ces lieux. La réalisation d'un test était plus fréquente chez ceux ayant déjà visité un lieu de dépistage communautaire. Ces derniers étaient aussi plus susceptibles d'avoir dévoilé leur orientation sexuelle à un membre de leur famille. Concernant les préférences, un tiers des HSH interrogés ont déclaré préférer les sites dédiés au HSH, un tiers n'avait pas de préférence et un tiers préférait les sites de dépistage du VIH indifférenciés ou tout public. Ceux préférant les lieux indifférenciés étaient nettement plus susceptibles d'être bisexuels, d'être attirés sexuellement et principalement par les femmes, et d'être éloignés des communautés HSH. Les principales raisons mentionnées par ceux préférant les lieux indifférenciés étaient le manque de discrétion des sites de dépistage dédiés au HSH, la crainte d'être reconnu par les membres de la communauté et enfin la volonté d'éviter le regard des autres. Selon les participants, les sites de dépistage communautaires offrent des services de qualité à ceux qui les utilisent. Cependant, 2 tiers d'entre eux n'ont jamais visité ces sites parce qu'ils n'en connaissent pas l'existence ou parce qu'ils craignent un manque de discrétion. Nous avons aussi montré qu'un tiers des HSH préfèrent les centres de dépistage indifférenciés. En conclusion, si les lieux de dépistage communautaires sont essentiels pour améliorer l'accès au dépistage des populations clés, le maintien des offres de dépistage tout public reste primordial. Aussi, cela ne dispense pas d'améliorer la prise en charge des populations clés dans les établissements de santé tout public et de former les professionnels de santé afin de garantir un accueil non stigmatisant de ces populations. Une dernière diapositive pour remercier l'ensemble des personnes ayant participé au projet et je vous remercie aussi pour votre attention. Je remercie les organisateurs de cette conférence. Je vais partager les analyses sur un projet de recherche en cours. Nous allons parler de l'introduction de la réduction des risques au Sénégal, une médicalisation qui soulage les acteurs épuisés par les approches répressives de lutte contre la drogue. Il faut rappeler l'échec des politiques de répression contre la drogue qui ont été reconnues mais maintenues. Le Sénégal est marqué par 2 points. D'une part, la criminalisation du trafic de drogue qui a conduit à l'augmentation des peines et la mise en place d'un centre de prise en charge intégré des addictions en 2014 avec le soutien des acteurs professionnels qui proposent un paquet de services dont l'accès à la méthadone. Ce projet de recherche analyse les dynamiques institutionnelles, sociales et individuelles
autour des UDI et du CEPIAD et de leurs effets sur le traitement des usagers de professionnels. Nous allons répondre à cette question. Est-ce que le dispositif en place et les mesures qui ont été mises autour de la réduction des risques ont fait évoluer les représentations et les attitudes des forces de sécurité, police, justice et globalement les politiques de lutte contre la drogue au Sénégal, jusque-là centrées sur la répression? Nous avons utilisé une méthodologie qualitative entre 2017 et 2020 à travers des entretiens semi-directifs, des observations, l'équipe du CEPIAD et la plupart des acteurs impliqués dans la lutte contre la drogue, profils variés, médecins, psychiatres, préfets, commissaires de police, procureurs de la République, médiateurs, leaders d'associations, assistants sociaux, partenaires techniques et financiers. Tous les entretiens ont été enregistrés, retranscrits et analysés. Les résultats. D'abord, nous avons retenu le contexte de violence multiforme et la perception de l'inefficacité de la répression par les acteurs. Donc, la plupart des acteurs rapportent que nous sommes dans un contexte d'augmentation de la population carcérale qui lie à la criminalisation du trafic de drogue, avec entre 2009 et 2010 près de 923 personnes en plus, et la plupart, près d'un tiers des personnes qui sont incarcérées le sont pour de multiplier à l'usage de drogue, qui est le second motif d'incarcération. Il rapporte aussi des récidives systématiques des UDI, malgré des séjours carcéraux, qui étaient en général utilisés comme technique de sauvetage. Et d'une manière générale, un contexte de violence physique et verbale autour des enquêtes, des arrestations, des instructions criminelles. Et il rapporte qu'ils sont constamment à la recherche de preuves pour incriminer les personnes arrêtées et que ces activités sont chronophages, qu'elles sont épuisantes, mais également qu'elles sont dangereuses à la fois pour les usagers de drogue et les forces de sécurité. Le deuxième point, c'est que les formations sur l'acte dictologique qui ont été organisées avec la police, la gendarmerie, pour la police, la gendarmerie et les acteurs de justice, ont entraîné une meilleure compréhension des mécanismes des addictions et des difficultés rencontrées par les personnes pour être soutenues. Et elles comprennent mieux pourquoi les gens posent des actes délictueux et aussi pourquoi ils sont prêts à tout pour se procurer des substances incriminées. Ils ont été également informés sur les possibilités de traitement avec la méthadone et les effets que cela a eu sur les patients du CEPIAD qui sont resocialisés. Ces éléments sont appréciés dans un contexte de valorisation des biens sociaux. Et ces formations remettent en cause les approches qu'ils avaient et la compréhension qu'ils avaient des addictions et de leurs propres activités et la pertinence des approches répressives. Et désormais, ils ont un regard plus empathique sur les consommateurs de drogue. Le troisième point, c'est une ouverture au changement d'approche. Désormais, ils perçoivent mieux les alternatives médicales à la répression à travers l'injonction thérapeutique qui était inscrite dans la loi sénégalaise, mais pas appliquée, donc à réformer. Et ils adhèrent à l'urgence de renforcer l'application de cette injonction thérapeutique pour 3 ordres de raisons. D'abord, parce qu'elle évite de faire du sevrage prison, qui ne peut pas être réalisé et en fait qui est inefficace, qu'elle soulage également les services judiciaires surchargés, mais aussi la perspective de réduire les souffrances individuelles et sociales des usagers. Et quatrième élément, c'est que la mise en place du CEPIAD et de ces nouvelles approches ont facilité la mise en place d'un nouvel environnement de coordination de la lutte contre la drogue, avec des réformes qui ont été mises en œuvre et le renforcement du comité interministériel de la drogue qui migre du ministère de l'Intérieur à la prémature parce qu'en raison d'une approche multisectorielle qui implique différents secteurs et qui ont permis de mettre en place, d'élaborer un plan stratégique national. Et pour la première fois, un budget national a été attribué, assez conséquent, a été attribué pour la mise en œuvre de ce plan stratégique national et un programme multisectoriel imprégné des activités de RDR, formation d'addictologie, plaidoyer, sensibilisation, jusque dans les commissariats, appui au centre décentralisé et des consultations en cours pour la réforme du code des drogues intégrant la RDR. Mais également la reconnaissance de l'expertise des UDI et des associés et des ONG qui travaillent, dont les interventions ont été soutenues, mais également qui participent à la mise en place et à la planification et à l'élaboration de différentes activités de santé. En conclusion, appliquer l'injonction thérapeutique
pour ne plus réprimer. Les acteurs institutionnels comprennent mieux l'addiction et ont plus d'empathie vers les EDI qu'ils considèrent désormais comme des personnes malades. Ils adhèrent à une politique de lutte contre la drogue moins répressive, avec plus d'interventions biomédicales, avec l'application de l'injonction thérapeutique et le processus de révision. Et ils sont soutenus dans cette dynamique par les experts des Nations Unies qui estiment que l'injonction thérapeutique est un avantage. Nous assistons donc d'une dynamique qui va de la répression à la médicalisation du usage de drogues injectables au Sénégal, avec toutes les limites que cela pourrait comporter. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais vous présenter une étude sur l'homonégativité et les violences contre les femmes chez les HSH en Afrique de l'Ouest. Nous définissons l'homonégativité comme l'ensemble des perceptions négatives à l'égard des rapports entre hommes qui sont très présentes en Afrique de l'Ouest. Dans cette région, l'épidémie est mixte, avec une très forte prévalence chez les HSH et autres populations clés, et une prévalence relativement élevée dans la population générale. Dans ce contexte, il faut regarder la population des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et avec des femmes, que nous appellerons HSH-F. Par ailleurs, la littérature nous indique que la violence envers les femmes au sein des couples hétérosexuels est associée à un risque plus élevé de transmission du VIH. Nous avons donc regardé chez les HSH-F l'effet de l'homonégativité sur la violence et le risque sexuel avec les partenaires femmes. Pour ce faire, nous avons utilisé les données de la cohorte COMSN qui suit des HSH dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest et leur offre un package de prévention trimestrielle. Nous avons donc sélectionné les HSH-F dans cette cohorte. Cette cohorte a fourni des données socio-comportementales tous les 6 mois que nous avons analysées avec un modèle probit multivarié qui permet de regarder les relations temporelles entre les différentes variables. Voici nos résultats. Donc, notre échantillon de 326 HSH-F représente 56% des HSH inclus dans la cohorte. Nous voyons ici les relations temporelles entre les outcomes à T en rouge et les variables à T-1, c'est-à-dire 6 mois plus tôt, en vert. Nous voyons également les associations entre les outcomes à T en rouge et les variables à T, c'est-à-dire au même moment, en bleu. Donc ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de voir que l'homonégativité perçue et internalisée par les HSH-F est associée à plus de violences sexuelles 6 mois plus tard contre leur partenaire femme. Cette violence sexuelle est elle-même associée à un usage non systématique du préservatif avec ses partenaires femmes. Nous voyons également que la violence exercée contre les partenaires femmes est associée à de la violence exercée par les partenaires femmes sur les participants. On est donc dans un contexte de violence mutuelle. On observe également des liens entre homonégativité internalisée et perçue et agression homophobe, discrimination homophobe. Nous avons donc vu dans notre cohorte qu'il y a une part importante de HSH-F. C'est la population que nous avons retenue dans notre analyse. Chez ces HSH-F, les rapports sexuels sont fréquemment, les rapports hétérosexuels, donc avec les femmes, sont fréquemment sans préservatif. Donc pour résumer les principaux résultats de notre étude, on voit que les attitudes négatives entre les HSH envers les HSH et internalisées par eux-mêmes
augmentent les violences qu'ils exercent contre leurs partenaires femmes. Ainsi, l'homonégativité aggrave le risque de transmission du VIH aux femmes, car la prévalence du VIH est très élevée au sein des HSH d'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de l'offre de santé communautaire pour les HSH, il faut donc proposer des stratégies de réduction du risque spécifiques pour les relations des HSH-F avec les femmes. Nos résultats plaident en faveur d'une meilleure acceptation sociale de l'homosexualité dans un objectif de santé publique et de réduction des violences faites aux femmes. Si vous souhaitez plus de détails à propos de notre étude, un article a été accepté dans le journal AIDS. Je vous remercie pour votre attention. Merci donc à Maxime, Koudia et Marion pour ces 3 présentations suivantes. Et nous serons sans Zara en direct pour les questions qui n'a pas pu se connecter depuis la Mauritanie. Je vais commencer tout de suite donc sur des questions qui sont ciblées et entre autres en même temps à Koudia et à Pauline parce que c'est les mêmes questions qui reviennent grosso modo. C'est pour les usages de drogue, pour Koudia, est-ce que les usagers de drogue sont impliqués comme intervenants au sein des actions de formation envers les différents professionnels? Et pour Pauline, c'était comment les plaideurs et les plaideuses interagissent avec les populations qu'ils représentent pour mener leurs actions de plaidoyer. C'est quelque chose qui va un peu dans le même sens. Koudia? Oui, donc merci encore pour cette invitation. Effectivement, les usagers de drogue sont impliqués. Je pense que même c'est le moment fort de la formation parce que avec cette expertise de patients experts, ce sont des patients experts, des personnes qui ont une certaine expertise qui viennent témoigner de leur vécu, des effets de la méthadone sur cette socialisation. Et je pense que c'est vraiment les personnes que nous avons enquêtées nous ont dit que c'était un des moments forts qui leur permettait d'adhérer aux effets positifs de la méthadone. Donc, ils sont intervenants et ils sont partie prenante et ils font partie de tout ce processus, à la fois des formations, mais également des plaidoyers. Merci. Pauline, pour les Caraïbes et ailleurs d'ailleurs. Oui. Alors, cette question, elle est importante. Effectivement, l'interaction des plaideuses dans le cadre de ce projet avec les populations concernées. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du projet et tout au long du projet d'ailleurs, des consultations communautaires ont été mises en place entre les plaideurs, plaideuses et les équipes du projet et les populations concernées via des associations communautaires et autres pour travailler ensemble à un plan d'action, identifier réellement les revendications apportées, les vrais problèmes. Voilà, donc ces consultations communautaires, elles ont vraiment été le fil conducteur du projet et la garantie de l'implication des populations concernées, au moins dans l'identification des problèmes. Après, il y a eu d'autres mécanismes d'inclusion dans le portage des revendications. Et enfin, je dirais aussi que les plaideurs-plaideuses ont travaillé étroitement avec les représentants des populations clés du Fonds mondial, qui sont les représentants choisis, élus des populations clés au sein de cette instance qui coordonne les fonds du Fonds mondial. Donc, c'était un peu une double garantie d'inclure correctement et comme il faut les populations concernées. Voilà. Merci beaucoup. Gabriel, sur la situation des Sénégalais en Mauritanie et l'état dans lequel on a pu les trouver, d'après vous, qu'est-ce qui manquerait en fait? Est-ce qu'en Mauritanie, comment sont reçues les personnes qui sont homosexuelles, tout simplement? Est-ce qu'il manque un accompagnement? Comment vous verriez ça? En fait, il y a sur place des associations, mais qui n'ont pas énormément de moyens. Donc, une des grandes recommandations, c'est de soutenir les associations sur place qui sont là et qui connaissent toutes les personnes. Donc, les liens sont très forts, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, ça serait une des pistes. Donc, justement, alors, la question qui suivait derrière, c'était ces moyens, et souvent ils arrivent du Nord, et les associations du Nord qui soutiennent des associations du Sud, surtout sur des sujets comme ça, sont toujours mal perçus. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut quand même développer, ou alors effectivement il y a une interaction impossible parce que critiquée comme une espèce de néocolonialisme ou d'ingérence?
En fait, ceux qu'on a rencontrés n'étaient pas tellement des associations structurées, mais plutôt des réseaux de personnes qui étaient en soutien les uns aux autres, qui vivaient eux-mêmes dans des situations de précarité et qui n'avaient pas tellement de subventions extérieures, justement. Pardon, je coupais mon micro, c'était plus compliqué après. Une question pour Maxime, du coup, est-ce que les lieux différenciés de dépistage ou non différenciés offrent les mêmes services et la même écoute? Merci pour cette question. Alors, effectivement, alors nous, on n'a pas enquêté sur les lieux indifférenciés, mais effectivement, c'est un peu ce que je précise à la fin, c'est que dans les lieux indifférenciés, c'est tout public. Il n'y a pas de formation. Enfin, les professionnels de santé n'ont pas reçu de formation pour les HSH. Donc, c'est ça aussi qu'il faut justement prendre en compte dans les futures recommandations. D'accord, merci beaucoup. Pour Koudia, il y a une question qui a été posée autour de la définition et de l'appellation qui vient effectivement un peu de l'historique de la lutte contre le sida, usagers de drogues injectables, consommateurs de drogues injectables. Certains disent que cette définition exclut de facto toutes les drogues non injectables et les approches comportementales face aux conduites addictives. La question est, est-ce qu'il ne faudrait pas changer cette terminologie afin de l'adapter aux spécificités de la sous-région, puisqu'il y aurait un très faible nombre d'injecteurs? Je pense que c'est une question en soi. Hein. Je crois que là, on est vraiment dans des questions d'épistémologique, mais aussi sur des questions de santé publique, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de drogues, d'usage de drogues injectables, mais il y a un certain nombre d'usagers de drogues qui utilisent des drogues dites injectables, même si elles ne sont pas injectées. Et là, notamment aujourd'hui, avec l'usage du tramadol qui augmente de plus en plus, on se rend compte que ces drogues injectables augmentent l'utilisation de ces drogues injectables. Et de toutes les façons, la mise en place des CEPIAD met en place aussi des services de lutte contre les addictions qui sont globales et qui adressent l'ensemble de toutes les formes d'addiction, y compris au chanvre indien ou à toutes ces nouvelles drogues qui sont utilisées, et elles mettent en place, je pense que l'important, c'est vraiment la mise en place de nouveaux services qui permettent à des populations jusque-là peu adressées de pouvoir accéder à ces services. Maintenant, est-ce qu'il faut aller sur une terminologie plus large? Je pense, mais l'essentiel, c'est que vraiment cette dynamique de prise en charge et de reconnaissance de ces difficultés sociétales soit le fait. Et je voudrais juste rajouter que par rapport à ces patients experts, la plupart d'entre eux qui sont intervenus sont également des médiateurs dans les différentes structures de santé, et qui sont des médiateurs qui sont eux-mêmes des UDI, et qui mettent en place tout un dispositif et toute une approche de médiation entre leurs pairs et les structures de santé, et qui peuvent ainsi, par exemple, au niveau en cas d'arrestation d'un usager de drogue, ils interviennent, ils discutent, et il y a comme ça la mise en place de différents mécanismes de médiation qui rendent un peu ces services de police un peu moins répressifs. Merci beaucoup, Koudia, merci. Une question pour Pauline, en fait. Quel est le rôle de la recherche dans le plaidoyer dont vous nous avez parlé au cours de votre présentation? Alors, la recherche a un rôle fondamental, notamment dans la caractérisation de données, en fait. La recherche nous permet de renforcer la professionnalisation du plaidoyer, de renforcer son activité. Et même si nous, associations communautaires, voilà, les problèmes, à un moment, nous les connaissons, nous les identifions pour mobiliser nos décideurs. On a besoin de données caractérisées et récoltées via des protocoles solides et via des dispositifs et communautaires. Donc, elle a un rôle fondamental et central.
Merci beaucoup. Alors, j'ai eu très vite une question qui est arrivée avant que vous interveniez, donc elle doit s'adresser à moi aussi très certainement dans ma présentation, parce que c'était lorsque j'ai mis dans une parenthèse les populations clés, on semble nous reprocher un petit peu de ne pas parler de détenus, de personnes incarcérées. Bon, on a vu au fil des présentations que finalement il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient citées puisque certaines s'y retrouvaient. Est-ce que vous percevez effectivement que les détenus, les personnes incarcérées sont moins vues comme par des professionnels de santé ou des professionnels de la prise en charge associative communautaire, sont moins vus comme des populations clés, ou c'est simplement parce qu'il y a une autre raison, c'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui sont dans une autre population qui se retrouvent incarcérées? Qui veut prendre la parole? Koudia peut-être, non? Parce que... Oui, la question du détenu, c'est clair que de toutes les façons, il y a un lien direct entre certains détenus usagers de drogue et globalement la population d'usagers de drogue. Comme vous l'avez dit, parfois on en retrouve, mais les détenus eux-mêmes sont considérés plus ou moins, en tout cas, ont été intégrés dans la population des populations clés et ont bénéficié d'un certain nombre d'interventions et continuent à en bénéficier. Après, la question, c'est que c'est quand même un univers très spécifique et très spécial et que les différents facteurs de vulnérabilité au sein des prisons ne sont pas les mêmes que d'autres facteurs qui sont plus structurels liés à une orientation sexuelle ou bien à un usage. Et je pense que là aussi, on est dans des questions épistémologiques et l'essentiel, par exemple, c'est vraiment de pouvoir aider à prendre des décisions de santé publique, notamment sur la question du VIH, sur la question spécifique sur les UDI qui ont bénéficié de facilités pour pouvoir se soigner ou des personnes avec le VIH qui étaient détenues. L'essentiel, c'est qu'elles puissent avoir accès à des services. Quelqu'un d'autre a un positionnement sur la question précédente ou non? Bon, alors il y a une question à Marion Fiorentino. Quel est l'intérêt de votre résultat pour la santé publique? Faudrait-il, je pense que c'est un peu ironique, faut-il être contre la bisexualité? Tu m'as entendu, Marion? J'ai pas entendu la question. Je répète. Quel est l'intérêt de ton résultat pour la santé publique? Faut-il être contre la bisexualité? Non, évidemment. C'est pas le message qu'on veut faire passer avec cette étude. Ce qu'on a cherché à savoir, en fait, c'est déjà nous intéresser à ce sous-groupe de population qui est la population des HSH qui ont des rapports avec les femmes. Parce qu'en faisant la littérature, on voit qu'on a quand même pas beaucoup de données sur ce qui se passe dans ces populations. Or, ça a quand même intérêt de point de vue de la santé publique, puisque voilà, ça peut être considéré comme une population passerelle. Mais l'idée, en fait, c'est de voir comment on peut adapter l'offre de santé communautaire en Afrique de l'Ouest, sachant que voilà, il y a une part importante des HSH qui ont des rapports avec des femmes. Et il serait intéressant en fait de voir comment on peut réduire les risques avec les partenaires femmes spécifiquement, puisqu'on pense qu'il peut y avoir des problématiques qui sont particulières du fait qu'il y a une partie importante des HSH qui adoptent un mode de vie hétérosexuel, que ce soit par pression sociale ou par exemple dans un objectif d'avoir des enfants. Donc on peut pas... c'est difficile de conseiller par exemple le port du préservatif avec les partenaires femmes stables, avec les épouses. Donc l'idée, en fait, ici, là, de notre étude, c'était de creuser un petit peu et puis d'ouvrir peut-être des pistes de recherche sur cette population dans l'objectif d'adapter l'offre de santé communautaire. Merci Marion. Écoutez, nous avons épuisé les questions, donc c'est exceptionnel, on finit à l'avance. Donc
je ne vois pas d'autres questions éventuellement à échanger. Est-ce que peut-être que c'est une question qui pourrait être d'un pays à un autre sur la Mauritanie, alors Zara n'est pas là, mais peut-être que donc Gabriel, vous pouvez me dire, vous êtes plus au Sénégal, j'ai vu, mais ce qui se passe en Mauritanie sur les usagers de drogue, est-ce que vous avez eu des retours sur les personnes qui consomment des produits ou non Alors, parmi les HSH qui étaient en Mauritanie, il y avait effectivement une consommation de drogue également, qui était aussi très liée avec certains milieux, avec une précarité, avec un stress quotidien. C'est quelque chose qu'on a constaté, oui, effectivement. Bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter un peu en avance. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour la qualité des interventions. Et puis à tous et à toutes, je crois que nous étions jusqu'à 130 à suivre cette section de poster en même temps. Eh bien, bonne conférence pour la suite. À très bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.